Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est confirmé, le président Mohamed Ould Abdelaziz est bel et bien réélu à la tête de la Mauritanie pour les 5 prochaines années. Après la CENI, il y a une semaine, c'est le Conseil constitutionnel qui a proclamé ce dimanche les résultats officiels. Près de 5,3 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour les élections locales ce dimanche. Un scrutin test pour le gouvernement en place, arrivé au pouvoir il y a un peu plus de 2 ans. 30 juin 1960, 30 juin 2014, voilà 54 ans que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Cette année, les festivités ont été plus fastueuses que les années précédentes. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Les résultats définitifs confirment la victoire de Mohamed Ould Abdelaziz à la présidentielle mauritanienne. Le Conseil constitutionnel a en effet proclamé ce dimanche les résultats définitifs du scrutin du 21 juin. Plus de précisions avec le reportage de Franck Noudofinin, notre envoyé spécial en Mauritanie. Le Conseil constitutionnel a annoncé dimanche les résultats officiels du scrutin présidentiel en Mauritanie. À noter une légère modification par rapport aux premiers résultats annoncés par la CENI il y a une semaine. Les résultats annoncés ce dimanche donnent le président Mohamed Ould Abdelaziz gagnant avec 81,94% des voix. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du scrutin et après avoir écouté le rapporteur et les délibérations conformément à la loi, le premier tour a donné les résultats suivants. Nombre d'inscrits, 1 328 168. Taux de participation, 56,55%. Suffrage exprimé, 707 898. Le candidat Mohamed Ould Abdelaziz a obtenu 580 062, soit 81,94%. Les autres candidats obtiennent respectivement 4,41% pour Boïdiel Ould Oumeid, 8,72% pour Biram Oulda Abeid, 4,43% pour Ibrahima Mokhtar Sarr et 0,48% pour Leila Ment Moulay Idriss. Pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, ce sont de nouveaux défis qu'il faudra relever. Une bataille à mener dans l'unité, même s'il est vrai que les dissensions au sein de la classe politique sont encore vives. Le premier défi, c'est d'abord de normaliser la situation politique, c'est-à-dire soit d'engager un dialogue le plus rapidement possible, soit trouver une formule avec laquelle il pourrait trouver, lui, ce qu'il cherche, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au rajeunissement ou au renouvellement de la classe politique, et en même temps ouvrir, impliquer tous les secteurs, tous les acteurs de la vie politique mauritanienne qui se sont mis hors jeu en boycottant les élections législatives et municipales, mais aussi la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a indiqué avoir reçu un recours déposé par le candidat Biram Oulda Abeid. Après examen de ce recours, les résultats définitifs seront rendus publics. Et puis au Sénégal, les élections locales ont, elles, eu lieu ce dimanche. Pas moins de 2700 listes étaient en compétition. Un nombre record de partis et de coalitions qui se sont donc lancés à la conquête des différentes communes. Tout au long de la campagne, les populations ont fait part de leurs attentes aux futurs élus locaux. Retour sur ce scrutin avec El Hadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Ce dimanche 29 juin, les Sénégalais étaient aux urnes pour départager les 2700 listes en compétition. Jamais dans l'histoire du Sénégal, des élections locales n'ont enregistré autant de listes. N'empêche, les électeurs se sont mobilisés. Ils mesurent l'enjeu du scrutin, celui qui va présider aux destinées de leur cité. Le choix des conseillers municipaux et départementaux aura un impact sur la gestion de chacune des collectivités locales et à chaque localité ses attentes. Nous voulons choisir la personne qui s'occupe des intérêts de Dakar, de la localité de Dakar, de la population de Dakar, et en particulier de la population de Grand Yoff. À l'image de cet électeur de Grand Yoff, d'autres citoyens ont aussi effectué leur devoir civique en ayant l'espoir que les futurs élus répondront à leurs préoccupations. Au-delà même de l'acte civique du jour, les populations attendent beaucoup de ces élections. Nous attendons quelqu'un qui puisse nous aider car on habite dans des zones inondables. Bientôt l'hivernage et dès que ça démarre, on est dans la galère jusqu'à la fin. Nous voulons vraiment que quelqu'un nous aide à construire des évacuations, nous faire des routes et des écoles aussi. Nous savons tous quand l'hivernage démarre, les élèves ne vont plus à l'école. En dehors de la pléthore de listes, ces élections locales marqueront aussi l'entrée en vigueur de la réforme des collectivités locales. Il s'agit de l'acte 3 de la décentralisation.
La réforme envisage de supprimer la régionalisation et de mettre en place des pôles de développement économique. Et avant même l'annonce officielle des résultats, la première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a reconnu ce dimanche soir avoir perdu dans la commune de Grand Yoff, dans la banlieue de Dakar, où elle affrontait le maire sortant de Dakar, Khalifa Sall, aux élections municipales. De même pour le ministre de la Communication et de l'Économie numérique et maire sortant de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, qui lui a annoncé ce lundi à Saint-Louis sa démission du gouvernement sénégalais. 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce lundi. Des festivités célébrées à travers tout le pays pour cette année. La sobriété était de rigueur depuis 2011, notamment par solidarité avec les populations à l'est du pays, victimes des agissements du mouvement M23. Alors, quel est l'état des lieux politiques et économiques du pays? Élément de réponse avec Florencia Samporé. La République démocratique du Congo célèbre en ce lundi 30 juin les 54 années de son indépendance. Cette année, la fête rend hommage aux forces armées du pays, un signe fort voulant marquer la pacification du pays. Mais ce symbole n'efface pas les nombreux défis qui restent encore à être relevés. Mais écoutez, vous savez, 54 ans après, ce que nous pouvons aujourd'hui déplorer, c'est le fait que notre pays se cherche encore. Alors, sur le plan politique, comme vous le savez, il y a eu une très grande chance pour ce pays, pendant les concertations nationales, de rassembler le peuple congolais dans une cohésion bien comprise. Eh bien, aujourd'hui, cette cohésion se tarde encore. Donc là, c'est tout de même un retard que nous sommes en train de prendre par rapport aux pays voisins. Sur le plan social, vous savez très bien que la situation économique est absolument catastrophique. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis plusieurs mois. Mais je voudrais quand même relever que l'espoir est autorisé, l'espoir est légitime puisque nous œuvrons dans ce sens-là. La sobriété était de rigueur depuis 2011 lors des précédentes célébrations de la fête d'indépendance, notamment par solidarité avec les populations à l'est du pays, victimes des agissements du mouvement rebelle M23. Mais le président congolais Joseph Kabila a assuré ce dimanche que son armée contrôlait désormais tout le territoire de la République démocratique du Congo. Une pacification importante, mais qui doit être accompagnée de nombreux facteurs pour rester durable. La paix est absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle il faudrait tout de même que la communauté internationale qui s'occupe de notre pays, qui se mêle aussi de notre politique, puisse une fois pour toutes lever l'équivoque et s'afficher clairement en faveur du peuple congolais pour que cette paix soit restaurée. Donc je crois que la paix intérieure est absolument nécessaire, mais elle doit aussi être consolidée par la volonté politique des dirigeants. Et là, je pense qu'il y a des efforts à faire. Défilés et parades se succèdent à travers les villes du pays, mais cette 54e célébration a aussi été l'occasion pour le président Joseph Kabila d'encourager la diaspora congolaise à revenir contribuer à la croissance et au développement du pays. Le chef de l'État a à cette même occasion réaffirmé son engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, s'est opposé à la nouvelle commission électorale ivoirienne. Pour le FPI, le régime du président Alassane Ouattara s'est, je cite, entêté à créer sur mesure une commission acquise d'avance à sa cause. Rappelons que la nouvelle CEI est composée de 17 membres, dont 4 pour le parti au pouvoir, 4 pour l'opposition, 4 pour la société civile, 4 représentants de l'administration et enfin un représentant du chef de l'État. Économie et panafricanisme vont de pair, c'est le message que prône le groupe bancaire panafricain Ecobank. Il s'agit ici de mettre en avant un mouvement collectif et d'impulser par une vision panafricanisme. Les explications de Florencia Samporé. Allier le développement de la finance au panafricanisme sur le continent africain. Telle est l'ambition du cofondateur d'Ecobank, Gervais Kofi Djondo, car son objectif affirmé est de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale et contribuer à l'intégration et développement économique et financier du continent africain. Les choses ne nous semblent pas aller comme le définissait à l'époque Kwame Nkrumah. Et c'est un message qui m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, dans le cadre de
la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest que nous avons mis en place il y a 30 ans. Et l'idée nous est venue et nous avons pris ceci, Chifade Emi Lawson du Nigeria et moi-même en main solidement pour tout faire pour arriver à la création de cette banque. Le groupe a d'ailleurs adopté une approche censée refléter l'engagement de la finance à être un vecteur de transformation économique de l'Afrique, tout en favorisant sa vocation première, celle de promouvoir des opportunités pour le commerce intra-africain. Depuis quelque temps, on assiste maintenant à l'installation, à l'implantation des banques marocaines en Afrique au sud du Sahara. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Nous avons des produits qui sont des produits pour faciliter le commerce intra-africain, par exemple. Nous avons pas mal de choses que nous faisons, que nous mettons en place pour donner confiance aux Africains, pour aller de plus en plus à la bancarisation. Ecobank est aujourd'hui l'une des institutions bancaires panafricaines phares présentes dans 36 pays du continent africain. Elle opère actuellement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale, orientale et australe. Et avant de clore cette édition, un mot de sport sur le mondial de football 2014. Les Super Eagles du Nigeria affrontaient les Bleus de l'équipe de France à Brasilia ce lundi pour une place en quart de finale. Et c'est un coup dur pour le Nigeria qui s'est incliné face à la France par 2-0. Le gardien nigérian Vincent Enyama a brillé sur le terrain grâce à de nombreux arrêts. Mais les Bleus ont trouvé la faille par Paul Pogba à la 79e minute et par un but de Joseph Yobo contre son camp. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.